Messieurs, dames, Tango Koki. Tango Koki, tout sur la Makamamboka, Bandeko Balandi, Toye, pour tout sur la Makamamboka, et pas il y a mon Amboka, Lissoussou, Maître Jean-Claude Katende, où est le président, il y a l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Assador. Bandeko Balandi, à cause de la point de vue parfois contraire à Makamobele, les Awa. Pour être Maître Jean-Claude Ali, côté le dossier, mi balai, dossier à Liboso, ils allaient à condamnation, il y a 20 ans en prison, dans privation, il y a exercer la fonction publique pendant 5 ans. Il y a Ndeko Abdallah Bilingue. Na RVA, vous très bien, dossier Abdallah Bilingue, Maître Jean-Claude Alobi, na dossier, il y a injustice totale. Waouh! On a point et liboso. Dans point, il y a un dossier, il y a Alobi, il y a matata ponyo. Pour quand matata ponyo, il y a un problème, mais comme vous avez fixé déjà, pour naïe et ils malamuté, respecter procédure, il y a droité. Wana eloko liboso na thématique ya liboso na deuxième thématique tokoloba mindu ki o ezalaki na ndako ya John Numbi Maître Jean-Claude akoloba nini tokosuka wana te seni boyebi nini ezali kozala kuna makambo ya seni ezali à part makambo ya seni tokolobela pe plus de 70% ya ba minéraux na biso ezali na maboko ya ba firme étrangère. Maître Jean-Claude Azali moko ya bato ba travail kama kambo ya ba minéraux et belé ayebi makambo na olobo. Et il va vous donner des précisions aujourd'hui. Au-delà de ça, état de siège. Ambiscade moko selema ki mkola lobi bo monaki bato bakufi. Est-ce que état de siège est faillir to ezopesa kaka espoir. Bandeko balandi tango koki to sola makambo mboka na mona mboka Jean-Claude Katendi. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus, bien sûr, vous interroger sur ces questions d'actualité. On commence d'abord avec John Numbi. On a fouillé la maison de John Numbi, on a trouvé plusieurs types d'armes là-bas. Comment vous avez compris ces dossiers? Vous savez que à l'époque où le président Kabila était au pouvoir, je disais toujours que le pays n'était pas gouverné. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves que non seulement la sécurité du pays était dans les mauvaises mains, mais aussi la sécurité de chaque citoyen congolais. Comment pouvez-vous imaginer qu'il y a des endroits officiels où les armes de la République doivent être entreposées, doivent être gardées, et qu'il y ait un individu, même responsable de la police ou de l'armée soit-il, qui garde autant d'armes, mais pas seulement des armes, mais aussi des dossiers qui concernent la République chez lui à la maison.
On a parlé des dossiers concernant Laurent Désiré Kabila, Kabila, des dossiers concernant les massacres de Bundu Dia Congo, ainsi que d'autres. Donc, nous sommes surpris que cela soit ainsi et nous espérons que les armes vont être récupérées et entreposées à l'endroit approprié et que les mêmes enquêtes vont continuer dans les autres résidences ou concessions de M. John Numbi. Mais pourquoi ne pas étendre ça à d'autres responsables de l'armée et de la police pour qu'on s'assure que le pays est en sécurité et que ceux qui sont dans l'armée ne possèdent pas des armes qui ne sont pas répertoriées et qui ne sont pas connues des autorités nationales. Donc c'est quelque chose qui dérange, puisque comment John Numbi pouvait détenir les dossiers de l'assassinat de Mouzé et Chebeya? Entre-temps, il est cité dans l'affaire Chebeya. Mais c'est pour que nous puissions voir que le monsieur a été au centre de l'affaire Floribert Chebeya, et nous l'avons toujours dit, et nous ne cesserons de le dire. Voyez-vous que M. John Numbi était responsable de la police à l'époque, et que toutes les personnes, les policiers impliqués dans cette affaire étaient à Kinshasa. Mais après l'assassinat de Floribert Chebeya, tous sont partis pour le Katanga. Qui a signé les affectations? Qui les a enlevés d'ici pour qu'ils aillent là-bas? Donc, toutes ces questions, le fait qu'on ait trouvé les dossiers chez lui, le fait que toutes les personnes incriminées ont pu fuir de Kinshasa vers le Katanga, où ils étaient toujours dans la police, ça veut dire quelque part que ceux qui étaient responsables de la police à l'époque savaient très bien que ce qu'ils faisaient, c'était pour empêcher à la justice de faire éclater la vérité. Mais comme vous le savez, le sang humain, quand il a été versé injustement, continue à réclamer justice. Et aujourd'hui, nous savons que M. John Numbi est impliqué dans cette affaire. Est-ce qu'on peut réclamer justice dans l'affaire John Numbi au moment où Moïse Katumbi, lors de sa dernière sortie médiatique, demande pardon ou lui veut qu'on accorde le pardon à tous ses bourreaux? Bon, d'abord, il faut considérer que M. Moïse Katumbi Chapwe n'a pas pris une décision. Il a donné son opinion. Et une opinion n'est pas une décision. Une opinion n'est pas une instruction. Et M. Moïse Katumbi n'est pas une institution de la République. La question de la justice, c'est une question qui relève des institutions, c'est-à-dire des cours et tribunaux. Et la question du pardon, c'est une question qui dépend du président de la République en partie, qui dépend de l'Assemblée nationale, mais qui dépend aussi des victimes. Et même pour qu'on en arrive, par exemple, à la mesure de grâce, il faut que d'abord, il y ait une décision judiciaire. Mais non, pour ce qui concerne l'amnistie, ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont les représentants du peuple, c'est-à-dire que certaines victimes sont aussi représentées par l'Assemblée nationale ou par les députés. Et donc, pour qu'on arrive à décider du pardon, les victimes doivent être consultées. J'estime personnellement que M. Moïse n'a donné qu'une opinion, et cette opinion ne l'engage que lui. Et on ne peut pas empêcher un citoyen libre de pouvoir dire ce qu'il pense sur la situation de son pays. Parlons des entreprises en République démocratique du Congo ou bien des carrés miniers dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une enquête qui a été menée par Alain Foucault, un journaliste que vous connaissez. Et entre autres, vous avez aussi des rapports dans ces domaines. On nous dit que nos entreprises, bien nos minéraux, sont à 70% dans le main des étrangers. Est-ce vrai? Et c'est depuis quand? Et qui gagne le Congo? D'abord, il faut dire que la situation que nous avons connue à l'époque avec la GECAMIN, qui était une entreprise de l'État qui exploitait
qui vendait et qui ramenait les devises, l'argent en République démocratique du Congo, n'est pas la même aujourd'hui. Ok. Les entreprises qui sont là ne sont pas les entreprises de l'État. Ce sont des entreprises des privés dans lesquelles l'État congolais est aussi actionnaire, conformément à ce que le code minier dit. Maintenant, l'État congolais ne reçoit pas tous les produits de la vente des minéraux, mais il perçoit les impôts, il perçoit les taxes sur les opérations que les entreprises minières font. Et nous savons tous que les grandes entreprises minières en République démocratique du Congo sont des entreprises qui sont détenues par les étrangers. Sont détenues par les étrangers et nous ne pouvons que accepter de recevoir les taxes, les impôts, ainsi que d'autres avantages qui sont prévus par le code minier. Mais ce qui est dommage, c'est que les Congolais ne s'engagent pas, n'investissent pas dans les mines. Donc on ne peut pas reprocher aux étrangers de venir. Il revient seulement à l'État de faire respecter ses propres lois, de négocier les contrats de manière à ce que ce soit le Congo qui profite, mais fort malheureusement, la plupart des contrats ont été soit mal négociés, la plupart des contrats ont été soit négociés au profit de la classe politique, au profit des citoyens congolais, et c'est à ce niveau-là où les problèmes se posent. Et comme je disais, il faut insister pour que les gens comprennent que c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Et vous allez vous rappeler qu'il y a eu plusieurs contrats léonais qui ont été signés à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Nous avons eu la chance en 2007 d'obtenir la révision de ces contrats. Mais comme toujours, on n'avait pas une vision derrière la révisation des contrats. On n'avait pas une vision durable, une vision à long terme. On visait tout simplement d'avoir un peu d'argent comme on en avait besoin, et c'est ce qui est arrivé. Et après cette révision-là, il y a eu encore d'autres contrats léonais qui ont été signés. Et aujourd'hui, vous avez suivi... Par Joseph Kabila? Oui, et vous avez suivi, sous Joseph Kabila, oui, bien sûr. Vous avez suivi que le président Tshisekedi, lors de son dernier passage à Kolwezi, est revenu sur la question de certains contrats qu'il voudrait bien faire réviser. Et là, nous disons au président de la République qu'il faut que la République démocratique du Congo ait une vision qui ne vise pas que l'argent, qui ne vise pas que l'argent. Mais quand on révise les contrats, il faudra aborder aussi d'autres questions. Une autre question, c'est notamment la question des personnes qui vont négocier les contrats. Voyez-vous? Et souvent, on ne choisit pas les experts pour aller négocier les contrats. Souvent, on ne choisit pas des hommes qui aiment notre pays pour aller négocier ces contrats. Donc, il faut qu'on en arrive à un point où vous avez été choisi pour aller négocier pour la République. Si vous négociez mal, il faut qu'il y ait des sanctions à prendre contre vous. En ce moment-là, nous avons d'un côté gagné de l'argent, mais de l'autre côté aussi, nous avons mis en place des mécanismes qui permettent à ce que, à l'avenir, que ceux qui vont négocier puissent négocier dans l'intérêt de la République. Mais aujourd'hui, si quelqu'un négocie mal un contrat avec des investisseurs étrangers, quelle est la sanction qui est prévue? Il n'y a pas de sanction. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions, nous allons avoir l'argent aujourd'hui, mais d'autres vont continuer à signer des contrats léonais pour que, à la fin du mandat du président ou sous le deuxième mandat, si le peuple lui renouvelle la confiance, ou sous le mandat de quelqu'un d'autre en 2023, qu'on puisse encore crier à la révision des contrats. À un moment donné, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Ce ne sont pas les investisseurs qui nous imposent ces contrats léonais, c'est nous-mêmes qui les acceptons.
Or, nous avons la possibilité aussi d'imposer nos propres règles, d'imposer des contrats qui permettent à ce que la République démocratique du Congo se retrouve. L'exploitation de nos minéraux est-elle industrielle ou artisanale? Non, en grande partie, quand vous regardez en République démocratique du Congo, nous avons plus de 100 entreprises, Oui. hein, dont la majorité est basée dans le Katanga. Donc, l'exploitation, elle est principalement industrielle, mais nous avons un grand pourcentage d'exploitation artisanale à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, il faut dire que les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, c'est plus l'artisanat que l'industriel. Et quand vous allez dans le Katanga, dans l'ancienne province du Katanga, l'exploitation est plus industrielle. Mais il y a quand même dans le Katanga 20% des minéraux qui sont exploités ou qui sont exportés sont des minéraux qui viennent de l'exploitation artisanale. Le produit exploité est-il contrôlé par nos services de l'État ou il n'y a pas de contrôle? Non, on présume que ces produits sont... Et la vente, c'est fait où? Oui, on présume que les produits sont contrôlés. On présume. Mais on présume. Si les services, vous avez la DGM, vous avez la DGI, vous avez tous ces services-là sont représentés, par exemple, à Kasumbalesa. Donc, on estime que le contrôle existe. Maintenant, où sont vendus nos produits? Nos produits sont vendus presque partout à l'étranger, surtout dans les milieux où les entreprises trouvent des preneurs. Principalement, je crois que nos minéraux sont envoyés en Chine. Ce qui gagne la RDC à travers ces minéraux revient souvent à quelle hauteur? Bon, ça dépend de chaque année. Hein. Ça dépend de chaque année, mais ce n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité avoir dans ces secteurs à cause de la fraude, à cause de la corruption, mais aussi à cause de toutes les tracasseries qu'il y a dans le secteur, soit industriel et soit artisanal. Voilà, puisque vous avez cité fraude, corruption, ça nous amène directement de parler de l'UGF. Et l'UGF, nous faisons un petit voyage vers Congo central. Le gouverneur Atoumata Bouana a cité dans un détournement, ensemble avec le membre de son équipe. Quelles sont vos impressions? D'abord, je pense qu'il faut féliciter le travail impressionnant qui est fait par l'Inspection générale des finances. Très bien. Mais comme vous le savez, l'Inspection générale des finances n'est pas la seule inspection au pays. Il y a l'inspection de la santé, il y a l'inspection de la police, il y a l'inspection de l'armée. Il faut, si nous voulons que notre pays revive, si nous voulons que les choses changent, toutes ces différentes inspections doivent être aussi activées, comme le cas de l'IGF aujourd'hui. C'est très important ce que vous venez de révéler là. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions penser que le travail de l'IGF seul va redresser le Congo. On risque d'avoir beaucoup d'argent qui entre dans la caisse de l'État, mais qui sort encore par les détournements, parce que les détournements continuent. Et vous avez souligné le cas du Congo central. Nous savions que M. Atou allait vraiment, de par la gestion politique, économique et sociale de la province du Congo central, qu'il allait un jour avoir des problèmes. Nous l'avions souligné à l'époque en mettant en exergue le gangstérisme de ce gouverneur qui a, à un moment donné, porté un coup dur aux défenseurs des droits de l'homme, aux acteurs de la société civile et aux journalistes, parce qu'il voulait que l'opacité entoure sa gestion. Heureusement que l'IGF a fait un tour par là et nous constatons effectivement qu'il y avait des problèmes et nous sommes contents d'apprendre que certains de ses collaborateurs ont été arrêtés et maintenant nous attendons qu'on mette la main sur lui-même. Et donc pour nous, c'est une très bonne évolution
Mais la question que nous nous posons, est-ce que dans ce pays, il y a une seule institution où on ne peut pas trouver des détournements? Parce que les détournements sont presque partout. Est-ce qu'il y a une seule institution où on ne peut pas trouver les détournements? Et je crois que si le jour où nous allons avoir des institutions où il n'y a pas de détournements, l'IGF y aura beaucoup contribué et le président de la République, dans sa politique de lutte contre la corruption et les détournements des deniers de l'État, aura, avec l'IGF, apporté beaucoup de choses à la République démocratique du Congo. Président, Maître Jean-Claude Katende, acceptez qu'on revienne un peu sur la polémique IGF-EPST. EPST voulait payer les surveillants de l'épreuve ENAFEP. C'est un montant qui revenait à plus de 31 milliards de francs congolais, 16 millions pour 30 000 personnes. IGF dit qu'il faut passer par la voie bancaire. Le ministre Tony Mwaba dit non. Il dit la somme qu'on remettait à chacun des surveillants était à négliger. Lui souhaitait que ça soit plus main à main. Comment vous avez aussi jugé ces dossiers-là? D'abord, il est important de souligner que c'est intéressant de sentir que les institutions se sentent surveillées. Très bien. Ça c'est déjà bon. Ouais. Nous avons compris à partir de tous les débats qu'il y a eu qu'il n'y a pas eu de détournement de cet argent, mais je crois que la position de l'IGF doit interpeller les autorités congolaises. Il faut que de plus en plus, l'argent ne soit pas manipulé de main à main. Parce que ça favorise la corruption. Très bien. Voyez-vous, celui qui vous paye à la main, il voudra en retour que vous puissiez lui payer un petit transport, ainsi de suite. Mais quand les opérations se font par la banque, il y a une certaine traçabilité. Et ça sécurise et celui qui est payé, et ceux qui payent, et ceux qui envoient de l'argent. Mais nous devons aussi nous rendre compte que dans notre pays, les institutions bancaires ne sont pas partout. Donc, il faut qu'on entame une réflexion pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que l'argent arrive au destinataire et que cet argent ne disparaisse pas entre les mains des gens. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu, dans le cas toujours du secteur de l'enseignement, des gens qui ont fait l'objet d'attaques alors qu'ils avaient de grosses sommes à aller payer d'une ville à un village, d'un village à un autre. Tout ça, c'est l'insécurité, c'est l'État qui perd. Je crois personnellement qu'il faut aller dans le sens du souci de l'IGF pour faire en sorte que tout l'argent de l'État soit payé par les circuits bancaires et il revient à l'État de créer, de favoriser, n'est-ce pas, la mise en place des structures bancaires dans tous les coins de la République démocratique du Congo. En quelques minutes, la gouvernance de Félix, avant d'entamer le dernier dossier, en quelques minutes d'abord, parlons-nous de la gouvernance de Félix aujourd'hui. Elle rassure vraiment. La gouvernance sur quoi? La gouvernance de Félix dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons le domaine militaire, le domaine de la sécurité, le domaine de la justice, le domaine de l'économie. Prenons d'abord les trois domaines, les quatre domaines-là. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre la gouvernance du président Félix Tshisekedi sans comprendre à quel niveau le président Kabila avait laissé le pays. Je disais à la première question que le pays n'était pas gouverné. Oui. Donc il faut que le pays soit gouverné. Et dans tous les domaines, il faut, c'est que nous, quand je parle de nous, je parle de moi, je parle de l'Azado, ce que nous attendons du président Félix pour ce premier mandat, c'est qu'il pose les bases. Parce que tous nous savons que le pays était en bas et il faut le remonter. Et pour ça, il faut poser des bases en termes de ce qui concerne la justice, en termes de ce qui concerne l'économie,
en termes de ce qui concerne les social. Attendre les miracles du président Félix, je pense que c'est tromper énormément. Or, le peuple congolais attend les miracles, mais le miracle ne va pas venir parce qu'il faut donner le temps à ce que les politiques qui sont mises en place soient, n'est-ce pas, deviennent effectives. Je prends par exemple en matière économique, il y a comment je dirais, il y a cette baisse des prix des billets d'avion qui a été enregistrée, qui est devenue effective. Moi, je crois que depuis que je suis devenu homme, c'est-à-dire conscient de ce qui se passe dans ce pays, c'est la première fois dans ce pays où je vois que les billets ont été réduits presque à la moitié de prix. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, vous voyez, c'est quand même des points, peut-être qui ne concernent pas tous les Congolais, mais c'est quand même des points importants. Voyez-vous, à l'époque, pour aller à Kinshasa, Lubumbashi-Kinshasa, on dépensait $680. Et aujourd'hui, on dépense $400. Il y a quand même un bénéfice de $260. C'est beaucoup d'ailleurs. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Hein, c'est beaucoup d'argent. Et cela permet à ce que même ceux qui n'avaient pas la possibilité de voyager, voyagent. Vous avez des gens qui sont nés à Kinshasa, qui ont fait 50 ans à Kinshasa. Ils n'ont même jamais vu le Congo central ici. Vous voyez? Et les gens, comment ils vont renforcer leur culture? Comment on va renforcer les relations entre les provinces, entre les communautés? Si les gens ne se déplacent pas, les gens ne voyagent pas. Et ça, c'est important. Il y a cet aspect d'avion qui devient une facilité, mais nous ne devons pas considérer que l'avion devient l'unique moyen pour se déplacer en République démocratique du Congo. Un pays comme le nôtre, il est important que nous ayons des bonnes routes, il est important que nous ayons des chemins de fer fonctionnels. Et vous savez que dans le cadre du projet sino-congolais, il était prévu qu'on construise des gares, qu'on construise des aéroports, mais on ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Et là, je pense que le président Tshisekedi doit pouvoir faire des efforts pour que ces engagements qui ont été pris dans le cadre du contrat chinois puissent être exécutés. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits pour que les prix des produits surgelés deviennent des prix réels. Vous voyez? Les opérateurs économiques dans ce pays se sont enrichis en pillant les Congolais. Aujourd'hui que le gouvernement prend la responsabilité ou prend le courage de mettre cette question sur la table, de la discuter avec les opérateurs économiques, c'est un fait important qu'il faut souligner. Et vous allez vous rappeler que dans la discussion qu'il y a eu entre les opérateurs économiques et le ministre de l'économie, on a constaté qu'il y avait dans les prix des reviens, on incorporait même des taxes qui n'existaient pas. Non, ce n'est pas possible. Et même des taxes qu'on ne payait pas. Voyez-vous? Et comptabilisaient ces taxes, ce qui faisait que le prix de ce produit devenait encore très grand. J'entends toujours les gens dire ce n'est pas à l'État de fixer le prix. Chez nous, la fixation des prix est libre. L'État doit contrôler. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que les biens soient vendus à leur prix réel, qu'on ne puisse pas y mettre. Nous sommes prêts à payer les prix réels, mais qu'on n'y mette pas des prix, des taxes fictives, des prix qui ne conviennent pas, tout simplement parce qu'il y avait un désordre. Et surtout parce que certaines autorités étaient devenues commerçantes, voyez-vous, étaient devenues commerçantes ou étaient devenues proches de ceux qui font des opérateurs économiques. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de contrôle, mais aujourd'hui les choses avancent. Et quand vous prenez la justice, il y a des choses qui sont en train de se faire. Dans la dernière thématique. Mais il y a aussi des choses qui se font mal. Parlons sécurité pour aborder la question de la justice. Quand vous parlez sécurité
avec état de siège, on a tué encore, il y a eu une embuscade avec EDF et consorts. On se demande, est-ce un échec de l'état de siège? Voilà, vous avez la parole, maître. Non, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, nous n'avons jamais pensé que l'état de siège était le meilleur moyen pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut la combinaison des stratégies. Et parmi ces stratégies, nous avons toujours dit qu'il faut que la République démocratique du Congo prenne le courage de discuter de manière ouverte, pas entre les quatre murs, hein, comme on le fait souvent, de manière ouverte avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'insécurité qui est au Congo, surtout à l'Est, est profitable au Rwanda. Parce que les gens, comme le dernier rapport des Nations Unies l'a démontré, les gens continuent à faire de l'exploitation illégale des minéraux de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que le premier producteur du coltan, c'est le Congo, mais le premier exportateur, c'est le Rwanda? Comment vous pouvez exporter ce que vous n'avez pas? Voyez-vous? Pour comment? C'est vrai qu'il y a des minéraux qui passent officiellement par le Rwanda, mais il y a aussi l'exploitation illégale des ressources de la République démocratique du Congo à l'Est par les pays voisins. Soit ils les font directement, soit ils les font à travers les groupes rebelles qui sont soutenus directement ou indirectement par eux, ou soit ils les font par leurs propres armées. Donc tout ça, c'est documenté par les Nations Unies. Donc, pour arriver à maîtriser l'insécurité, il faut mettre toutes ces questions sur la table. Et on se rendra effectivement compte à la longue, parce qu'on continue à prolonger l'état de siège, on se retrouvera... Nous sommes à la 7e fois. On se retrouvera à la longue que c'est une recette qui ne produit plus rien. Très bien. Parlons maintenant des dossiers très juteux. Oui. Affaire Matata Pogno et affaire Abdallah Bilengue. Commençons avec Abdallah Bilengue pour chuter avec Matata Pogno. Abdallah Bilengue, vous dites qu'il y a de l'injustice dans sa condamnation. Vous vous attaquez à quoi? Non, mais vous devez d'abord savoir, et chaque Congolais doit le savoir, que la constitution de notre pays, dans son article 149, dit que les décisions judiciaires sont rendues sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. Ça veut dire qu'une décision, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, est rendue à notre nom. Et moi, en tant que citoyen congolais, si ces décisions sont rendues à mon nom, j'ai le droit de les évaluer. J'ai le droit de les critiquer en tant que citoyen. Et quand je regarde la plupart des décisions qui sont rendues, notamment la décision à laquelle vous avez fait allusion, je constate tout simplement qu'il y a des personnes qui ont été dans ce dossier. M. Bilengue Abdallah a été condamné. Et je voudrais insister sur le fait que la RVA est une des sociétés de l'État qui ont été transformées en sociétés commerciales. Et que toutes ces sociétés de l'État ne réalisent pas des recettes qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, de couvrir toutes les charges, c'est-à-dire charges salariales, charges fiscales, charges sociales et charges socio-professionnelles. Et fort malheureusement, dans ce cas, les directeurs généraux de toutes ces entreprises sont appelés à délibérer vous avez peu de moyens dans le panier, mais vous devez couvrir plusieurs charges, mais vous devez décider qu'est-ce que vous allez couvrir et qu'est-ce que vous n'allez pas couvrir. Et dans les cas d'espèces, les recettes n'ont pas été suffisantes pour couvrir les charges fiscales, les charges sociales et socio-professionnelles. Et on a dit que voilà, cet argent qui était destiné à payer ces charges-là, l'argent qui n'existait pas était détourné. Et nous estimons que c'est quand même un dossier sur lequel il faut avoir un regard. Il y a cet aspect important et nous pensons qu'en tant que citoyens, il est important qu'on soulève toutes ces questions pour que nous arrivions à une bonne justice. Et ce que je voudrais dire,
c'est que quand la justice n'est pas juste, c'est un danger pour tout le monde. Et je dis ici que c'est un danger pour tout le monde, c'est un danger pour tout le monde, un danger pour le président de la République, un danger pour les ministres, un danger pour l'armée, pour la police et pour les citoyens. C'est pour ça que nous devons tous lutter pour que nous ayons une justice juste. Et que quand on condamne les gens, que les gens soient vraiment convaincus qu'ils ont fait des choses qui sont répréhensibles au regard de la loi et ils méritent d'être en prison. C'est de cette justice dont on a besoin. C'est de cette justice que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a besoin. Lui-même, il en a parlé dernièrement en mettant en évidence la corruption de la justice au Congo. Si lui-même, le premier citoyen, il en parle, à combien plus forte raison, nous, qui sommes impactés par ces décisions au jour le jour, ne devrions-nous pas en parler? Très bien. Affaire Matata Pogno. Matata Pogno poursuivi dans les dossiers d'organisation. Matata Pogno poursuivi dans les dossiers Bukanga Lonzo. Matata Pogno aujourd'hui à la disposition de la justice. Vous vous opposez à tout ça. Qu'est-ce que vous soutenez dans ce dossier? Et on vous accuse de tout mot et je vais vous poser toutes ces questions-là ici sans complaisance. Puisque je sais que vous avez des réponses à donner. Vous savez, d'abord la première chose, c'est que je constate que les Congolais pensent que tout le monde, quand il intervient dans un dossier, il est directement corrompu. Oui, là, on a dit que vous êtes corrompu. Ouais, et vous êtes au mamel de Matata Pogno. Il est directement corrompu. Ouais. Mais moi, je dis aux Congolais que dans ce pays ici, il existe des gens intègres, des gens incorruptibles, dont moi-même. Vous êtes incorruptible. Ah oui, ça c'est clair. Et les gens qui ont Vous n'avez pas été corrompu. Et les gens qui ont osé le savent très bien. Et j'aimerais le dire et le répéter encore que dans ce pays, il y a des gens incorruptibles. Pourquoi je me suis intéressé au dossier de M. Matata? Très bien. D'abord, ceux qui font du bruit là. Quand nous avions commencé à nous battre sous le président Kabila pour que le dossier Bukanga Lonzo soit ouvert en justice, et ils étaient où? Je suis l'une des personnes, l'un des Congolais qui s'est engagé pour que M. Matata réponde des faits, des reproches qui lui ont été faits en rapport avec le dossier Bukanga Lonzo. C'est connu. C'est documenté. Et j'ai même déjà fait une émission avec vous sur la question. Ouais. Et aujourd'hui, je continue encore à soutenir qu'il faut que M. Matata rende de compte sur les dossiers Bukanga Lonzo. Et en même temps, j'ai dit qu'en tant que sénateur, il y a une procédure que la justice doit suivre pour pouvoir entendre Matata. Il n'est pas suivi comme procédure comme sénateur. Et cette procédure, si elle n'est pas respectée, je me tiendrai debout, c'est ma conviction, pour les dénoncer et exiger à ce que la procédure vis-à-vis de M. Matata, avant qu'il ne réponde des faits qui lui sont reprochés, puisse être respectée. Il n'est pas poursuivi comme sénateur. C'est comme ancien Premier ministre. Même, quel que soit, de toutes les façons, le parquet général près la Cour constitutionnelle a écrit au Sénat pour demander la levée des immunités de M. Matata. Oui. Ce qui veut dire que cette question qu'il est poursuivi comme en tant que Premier ministre n'a plus d'importance aujourd'hui. Donc, nous disons que quand le procureur général veut, n'est-ce pas, quand le procureur général veut poursuivre un sénateur, il doit pouvoir adresser une demande au Parlement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale et argumenter. Il avait fait cette demande en ce qui concerne Bukanga Lonzo, l'autorisation lui a été refusée. Ça veut dire en d'autres termes qu'il ne peut pas poser des questions à M. Matata sur la question. Il a demandé pour les dossiers d'organisation, le bureau de l'Assemblée du Sénat
avait levé les immunités et demandé à ce que Matata soit entendu. Mais cette levée des immunités-là ne concerne pas tous les dossiers. Ça n'a jamais été précisé, maître. Oui, non, mais je vous dis... Mais on n'a pas précisé que c'est uniquement pour sa réalisation. Il a demandé que les immunités de M. Matata soient levées pour qu'il soit entendu sur le dossier Zahrianisation. Je peux poser une question, maître. Allez-y. Vous avez été magistrat. Vous connaissez bien ces règles et ces principes. Je sais que vous ne pouvez même pas vous tromper. Le parquet ou un magistrat ou un procureur peut se saisir d'une infraction ou d'un dossier lorsqu'il en a l'occasion, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je dis... Le PGF s'est saisi du dossier. Vous ne pouvez pas vous saisir les dossiers sans respecter les règles, n'est-ce pas? Sans respecter les règles de procédure qui sont mises en place. Mais c'est l'élémentaire. D'accord. On vous dit que pour entendre un sénateur, un député, il y a une démarche. Ici, il s'agit d'un ancien Premier ministre, maître. Précisons bien les choses. Mais parce que vous voulez défendre l'indéfendable. Et moi, je vous dis que lui-même, le procureur, pourquoi il a écrit au Sénat s'il poursuivait seulement le Premier ministre? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que c'est un sénateur. Mais sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est pour ça que nous nous disons, et je continue à soutenir cette position, la justice doit pouvoir respecter la procédure. Si elle ne respecte pas la procédure, je me tiendrai debout et je donnerai mon point de vue. Et j'ai conclu ce dossier en disant que nous avons tous les devoirs. Parce que je me rends de plus en plus compte que dans notre État, la haine devient de plus en plus grande. Ici, il s'agit de la haine? De la haine. De la haine tout simplement parce que quand on parle de Matata, tout le monde veut sa mort. Mais pour quelle raison? S'il a fait des faits qui lui sont reprochés, il va répondre en justice. Mais en tant que citoyen, il a le droit que les procédures qui sont prévues par la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat soient respectées. C'est l'élémentaire. Et si on veut une justice juste, si on veut consolider notre démocratie, même si on veut tuer mon ennemi, j'exigerai qu'on respecte la procédure pour qu'on arrive à sa mort. Très bien. Si on ne respecte pas la procédure, nous devenons tout simplement un État sauvage. Le bureau du Sénat qui avait levé les immunités de Matata Ponyo ne s'oppose pas à cette démarche menée par le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Ça, c'est de 1. De 2. Le Matata Ponyo avait écrit au procureur général pour la Cour constitutionnelle qu'il était malade, qu'on pouvait lui accorder le temps pour aller se faire soigner à l'étranger. Nous avons lu l'invitation du procureur encore général pour la Cour constitutionnelle en disant que monsieur, rien ne vous empêche de venir comparaître, de répondre à nos questions en homme libre. Ça, c'est de 1. Et que ne pas venir, ça nous pousse à dire que vous avez défié la justice. 3, il dit encore qu'on pourra vous accorder le droit de quitter le pays uniquement le jour où vous serez là en train de répondre à nos questions et conso. Tout ça, vous pensez que tout le monde est dans le faux? D'abord, il faut dire que je n'ai vu aucun document du Sénat qui autorise le procureur à entendre M. Matata. Si vous l'avez... Et ni moins qui dénonce également. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis... Mais le Sénat n'est pas comme toi et moi. Le Sénat répond pas par des conférences de presse, mais par écrit. Oui, mais on n'a pas eu aussi ces documents. Mais le Sénat sait bien que on a donné la levée des immunités a été faite seulement pour les dossiers Zahrianisation. L'autre dossier là-bas, la plénière du Sénat avait refusé. Très bien. Au moment où je vous parle, Matata Ponyo a porté plainte, a traduit le bureau du Sénat en justice. Et c'est son droit le plus légitime. Pour dire que la levée de ces immunités était inconstitutionnelle. Non, c'est tout simplement, il faut comprendre que la demande du procureur était précise. Et en levant les immunités, ils sont allés au-delà même.
de ce que le procureur avait demandé. C'est pour ça que Ils sont allés au-delà. Ah oui. En donnant quoi comme brèche. Non, mais c'est pour ça. Si on demande de l'entendre et il lève les immunités, ils sont allés au-delà. Vous avez entendu dans d'autres dossiers que à l'Assemblée nationale, on n'a pas levé les immunités des députés qui étaient impliqués, Deux députés. mais on leur a donné l'autorisation seulement qu'ils aillent être entendus. C'est tout. C'est ça le problème. Ah oui, mais si on vous demande, si le procureur vous demande tout simplement d'entendre quelqu'un, vous levez ces immunités, vous allez au-delà. Et moi, tout ce que je dis, moi, je me mettrai debout partout où il y aura injustice. Que les gens soient d'accord avec moi ou qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, c'est une opinion que je donne. Oui, mais votre opinion semble être très difficile à avaler. Mais les gens, les problèmes, c'est que... Ça devient... Les vous problèmes, êtes le seul. Non, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Vous parlez le même langage avec le conseil de Matata. Non, mais c'est ce que je dis. Le problème, c'est que les gens pensent qu'en démocratie, on doit avoir des positions unanimes. Non, en démocratie, chacun a sa position. Mais c'est avec le temps qu'on va découvrir si la position qu'on a prise est aujourd'hui. Moi, l'avantage que j'ai est que la plupart que j'ai dit devant ta caméra ici, la plupart des choses que j'ai dit arrivent toujours. En bref, Matata Ponyo est victime d'un acharnement politique, selon vous, avec cette démarche? J'ai dit tout simplement que M. Matata est victime d'une injustice. La procédure qui est prévue par la Constitution et les règlements du Sénat n'est pas respectée. Vous avez tout compris, chers compatriotes. Acceptez que je vous dise merci beaucoup et à très bientôt.